On est là pour vous avec Yves Carras sur BTLV. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonjour PPDA. C'est ça. Mesdames, messieurs, bonsoir. Tu le fais bien. Pas mal, hein. Mais je peux faire aussi Jean-Pierre Coff si tu veux, c'est de la merde ce truc là, c'est plein de dos, c'est dégueulasse ce jambon. Des talents d'imitateur, t'as vu ça un peu? Bienvenue dans l'émission d'imitation de Yves Carras. Bonsoir. On imite pour vous aujourd'hui quoi. Ouais, c'est génial et tout, fais tourner les serviettes. Ah, ça fait le troisième, c'est pas mal, hein. Ouais, t'es fort. Et bien on pourrait faire Maïté aussi également. J'aime beaucoup quand tu me parles comme ça, dis donc là. Oh. Et là, ils sont en train de se dire, ils ont pété un câble. Ça y est, on les a perdus. C'est ça. On parle de spiritualité, on parle de quoi? Non, on parle de tout, de sujets qui vous intéressent. On est là pour vous, c'est sur BTLV, vous voyez que c'est toujours dans la bonne humeur. Donc Mathieu est là évidemment et quelqu'un que vous connaissez bien aussi qui va passer 1 heure avec nous et on va vous expliquer pourquoi. C'est David Mogiel. Bonsoir David. Ouais, salut Yves, salut Mathieu. Je vois que le recyclage est assuré là. T'as vu un peu, hein. On n'arrive pas à se prendre au sérieux, c'est terrible. Il faudra qu'on le fasse un jour, sinon. Pourquoi se prendre au sérieux? T'as raison. Par contre, on fera les choses sérieusement, comme on dit toujours. David Mogiel, donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, belge, ça peut arriver, médium, 40 ans, t'as créé ta propre méthode de voyance et de guérison de l'âme qui s'appelle la méthode Chrysalide. Tu nous diras où t'en es d'ailleurs, parce que j'ai vu pas mal de choses sur Facebook, tu consultes plus, machin, etc. En fait, tu vas nous dire ça. Ouais. Et puis voilà, tu sais, on regarde un petit peu partout en ce qui concerne nos invités passés ou futurs. Et puis, j'ai vu en regardant sur ton site que tu avais fait une vidéo où tu présentes tes visions pour la société. Alors, pas prophétie, mais vision, c'était bien différencié. Donc, on va en parler parce que, avec toutes les réserves que tu as mis sur cette vidéo, qui est sur ton site d'ailleurs, hein, je trouve ça vraiment intéressant. Ta vision de médium, de ton ressenti. Et en même temps tes conseils qui sont parfois un petit peu alarmistes mais aussi un peu rassurants, voilà. Enfin, on va en discuter. En plus, tu fais pas ça le 1er janvier 2016 pour les prévisions 2016 comme tout le monde fait. Donc tu le fais avant, donc c'est pas mal. Puis c'est toujours un plaisir de passer 1 heure avec toi. Puis je rappelle aussi que tu as écrit un livre qui s'appelle Vivre sa spiritualité dans un monde matériel. Matériel préfacé par un certain Yves Carras, me semble-t-il. Et il me semble aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et chaque fois que je la relis, je me dis c'est marrant, je ne changerai pas une seule virgule de ce que j'ai écrit. Vraiment, ça a été, on en avait beaucoup parlé de ce sujet. D'ailleurs, où il en est ce livre? Ça va? Ça fonctionne bien? Mais écoute, je suis très content parce que oui, il a un bon accueil. Il fonctionne bien. Je pense que pour quelqu'un qui s'occupe de tout seul, parce que bon, j'ai créé ma maison d'édition au passage et je fais la distribution. Ouais, il fonctionne bien. J'ai eu un très bon accueil. Après, bon, il y a toujours des gens qui sont un peu plus circonspects, comme dirait Bob. Mais néanmoins, ouais, il a un très bon accueil. Je suis très content. Ouais, c'est vrai que donc à cette occasion, tu as créé ta boîte d'édition. Tu fais tout seul. T'as pas pris 10 attachés de presse et néanmoins, tu en as vendu quelques centaines et c'est que le début. Tu fais ça tout seul et c'est vachement bien. Et de toute façon, le sujet est toujours à remettre sur le devant de la scène. Vivre sa spiritualité dans un monde matériel. Faut garder les pieds sur terre pour avoir la tête dans les étoiles. Sinon, on décolle et on risque de perdre ses repères et de se marginaliser, ce qui est pas forcément une bonne chose. Donc, faut faire attention. Je trouve, et ça c'est un avis personnel, que c'est souvent ce qui arrive et on risque de le regretter quelques années plus tard en se disant tiens, j'aurais peut-être dû faire un peu les choses différemment. Tu sais, c'est comme quand on tombe amoureux, on perd un peu tous ses repères, on plonge là-dedans et puis après on se dit voilà, il y a des choses que j'aurais dû voir et voilà. Donc voilà, en fait, c'est bien la spiritualité, c'est bien de découvrir ça et c'est bien d'ouvrir des portes, mais faites attention, faut pas La spiritualité, c'est de l'amour. C'est de l'amour de soi et c'est de l'amour de l'autre et puis c'est de l'amour de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Donc fondamentalement, je crois que c'est proche de la relation avec soi et avec l'autre finalement. Et je crois aussi que le monde dans lequel on vit actuellement est un monde qui va un peu dans tous les sens et il est bon de se recentrer pour savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on fait, etc. Donc je crois que c'est un livre qui, pour moi, avait besoin d'être écrit par ma frustration personnelle, c'est-à-dire que je lisais beaucoup, je lis un peu moins pour l'instant et en fait ça me manquait moi de voir ce genre d'ouvrage sur le marché, donc je me suis dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même finalement. Ouais, tout à fait, t'as raison. Et tu sais, à ce propos-là, on a eu un invité dans On est là pour vous qui s'appelle Laurent Bismuth. Je sais pas si ceux qui nous écoutent ont déjà écouté cette émission en podcast, bien sûr, sur le site. Je raconte cette histoire parce que c'est assez significatif de personnes qui ont parfois
du mal à vivre, on va dire une nouvelle spiritualité, en tout cas des portes qui se sont ouvertes dans la tête, on va dire ça comme ça, en y mettant toutes les réserves. Et son ancienne vie, donc il dirigeait le service comptabilité d'une entreprise. Et puis au travers de la peinture, il a été chercher toute son intuition, sa créativité au fond de lui. Et puis au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus côtoyer son patron qui n'avait pas les valeurs qui correspondaient à ses nouvelles valeurs. Donc il fait comme dans la pub, tu sais, quand celui qui a gagné le loto. Ouais, il arrive en disant le patron et tout machin. Donc il lui disait ses 4 vérités. Donc il a été remercié parce que finalement le patron était chez lui. Et il disait que il voulait. Alors bien sûr, il ne vivait pas de sa peinture. Et parce que c'était un peintre tout à fait amateur et il faisait des petites réunions comme ça avec des personnes pour partager un petit peu sa façon de voir et c'est l'éveil de l'intuition avec la peinture. Et il disait qu'effectivement il fallait retrouver un job, mais que il voulait retrouver un travail peut-être beaucoup moins payé, mais avec des personnes qu'il avait envie de côtoyer au quotidien. Et ça c'était important. Ouais, c'était vachement quand même un tiers de ta vie à travailler, donc. Ouais. 2 tiers même. Hein. Donc finalement, c'est important que les gens soient en accord avec toi et inversement, parce que si tu es dans une société où tu es traité comme un numéro, comme un animal, et que finalement c'est l'abattoir, et quand tu vois ce qui s'est passé à Air France là récemment, c'est l'abattoir quoi. Alors ces gens ils donnent tout pour leur travail et finalement les patrons les méprisent. Donc je crois que c'est important de trouver quelque chose qui nous corresponde et qui nous permette d'avancer, de se sentir en équilibre avec soi et avec l'autre tout simplement. Ouais, tout à fait. Alors après, on faut jamais donner de conseils à quelqu'un qui n'en demande pas évidemment, mais c'est vrai que plutôt que de mettre la pression pour quitter son job, il aurait peut-être dû, on en a parlé off après l'émission, en trouver un avant de partir et puis partir délibérément, tu vois, faut pas se lâcher les pieds quand on n'a pas les mains attachées, tu vois, on risque de tomber. Donc voilà, il était un peu dans une situation précaire, donc c'est souvent le cas, voilà, quand on parle d'ouverture, de porte dans l'esprit, on a l'impression qu'il faut jeter tout avant, mais il faut quand même garder une certaine matérialité qui permet quand même de vivre, hein, parce qu'on doit manger, on doit boire, on doit manger. C'est ce que j'appelle l'illusion de l'éveil. C'est d'ailleurs le sujet de mon avis de ma prochaine vidéo. Parce que l'éveil c'est génial, mais il y a des revers. Et en fait, pour moi, l'éveil, c'est quelque chose qui permet d'être beaucoup plus conscient des choses, beaucoup plus à l'écoute de soi, de l'autre. Mais parallèlement, plus on s'éveille, plus on voit ce qui tourne mal et ce qui fonctionne mal. Et du coup, on a des difficultés à s'adapter. Donc, ouais, c'était le sujet de ma prochaine vidéo, figure-toi. En fait, je pensais en faire un article. Et puis finalement, je me dis non, je vais faire une vidéo. C'est plus parlant, c'est plus dans l'émotion. Voilà. Mais il y a l'illusion de l'éveil, en fait, parce que l'illusion de l'éveil, c'est une belle phrase, ça, David. L'illusion de l'éveil, attention, Ouais, attention. Parallèlement, c'est vrai que ça peut freiner des gens, hein, parce qu'on se dit oui, mais qu'un être entre guillemets éveillé parle de l'illusion de l'éveil, ça peut freiner des gens. Néanmoins, je crois qu'il y a vraiment cette position à prendre entre d'accord, je suis éveillé, d'accord. Quand je dis éveillé, c'est là encore un terme global parce que je trouve ça quand même un peu prétentieux comme mot, mais je vois les choses différemment. Je commence à m'ouvrir un petit peu à ce qui est à l'intérieur de moi, à ce qui m'entoure, à ce que je peux percevoir et la différence de perception que j'ai aussi. Et puis parallèlement, mais je me sens mal dans cette société parce que finalement je vois que je suis manipulé par les médias, je suis manipulé par mon patron, je gagne 1 200 € par mois et je lui en rapporte 10 000, etc., etc. Et en fait, il y a ce problème-là dans l'éveil que j'ai envie de mettre en garde les gens par rapport à ça. Donc il faut toujours faire le discernement entre ce qu'on est, où on vit, comment on vit, et ce qui nous entoure et dans lequel on doit s'adapter. Finalement, ce monde, on doit s'y adapter. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, où tu en es de ta méthode Chrysalide? Parce que je voyais sur tes pages Facebook, là, puisqu'on est amis, je consulte encore. Où t'en es, là? J'en suis dans une phase de... En fait, ça marche très très bien, la méthode Chrysalide. Bah oui. J'ai de plus en plus de retours positifs. Ça fait quand même quelques années que je la pratique. Là, je suis dans une phase où je repositionne un petit peu mes fondements, mes fondations. Je vais plus orienter ce travail vers justement ce que je viens d'expliquer, comment on peut dire ça, l'adaptation à l'environnement qui nous entoure. Mais c'est vrai que la méthode en elle-même rencontre elle aussi son petit succès. On peut pas dire que ce soit quelque chose auquel je m'attendais, parce que moi personnellement je m'attendais à avoir on va dire une patientèle qui était en demande, mais finalement la demande crée la demande. Donc oui, je suis très content, très content par rapport à ça. Eh ben écoute, c'est super. Voilà, on a fait un petit peu de points. Alors parlons maintenant de tes visions pour la société, de cette vidéo. D'abord, première chose, tu as dit dans cette vidéo que j'ai regardée bien évidemment que
fin juin, début juillet, et je vais te dire après pourquoi j'ai vraiment relevé ça et que ça m'a semblé important. Il y a eu beaucoup d'énergie violente, beaucoup de pas de négativité, mais d'énergie violente. Fin juin, début juillet, tu l'as ressenti comme ça à titre personnel et pour les autres aussi? Je l'ai ressenti. En fait, ça montait crescendo depuis quelques mois, voire depuis quelques années. Et en fait, le pic, j'ai commencé à le ressentir d'abord au travers de mes consultants, donc les gens qui venaient me voir en disant là, pour l'instant, je suis dans un tsunami, il n'y a plus rien qui va, il y a tout qui part en vrille. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je crois que tu sais, je suis parti faire une animation au château de Fougeray en juillet, et en revenant, j'ai vu que ça a commencé à partir vraiment dans tous les sens, et les gens étaient de plus en plus mal. Alors il y avait le mal-être par rapport à ce qui se passe, puisque bon, on voit quand même les infos, même si on sait qu'on est manipulé, on les regarde, on ne s'est pas passé à côté, surtout avec Facebook. Et puis on voit ce qui s'est passé avec les migrants, ce qui s'est passé avec les licenciements massifs, ce qui s'est passé avec l'économie, la dernière chute aussi de boursière. Et en fait, à ce moment-là, j'ai ressenti chez les autres une grande angoisse, et chez moi j'ai ressenti vraiment une remise en question très profonde par rapport d'une part à qui j'étais, à ce que je faisais, la légitimité de ce que je faisais, parce que je me dis finalement, aider les gens c'est une chose, mais si toi t'es pas bien, comment peux-tu aider les gens? Et puis d'autre part, il y a eu ce sentiment que ce que je faisais n'était peut-être pas suffisant, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste dans ce que je propose, et si je sens que la personne n'est pas au bout de ce qu'elle doit recevoir, ou n'est pas encore au bout de ce qu'elle peut faire pour aller mieux, on va dire, je me sens pas bien non plus. Donc il y a eu cette puissance-là pour moi qui a cette force en fait des énergies qui nous ont entourés, qui m'a perturbé, qui perturbait beaucoup de gens. Là, ça commence à se tasser un petit peu. Après, il y a eu des nouvelles lunes, il y a eu des lunes de sang, etc. Mais au-delà de ça, ça allait vraiment par rapport aux angoisses. Je vois depuis quelques mois, les gens qui viennent, ils sont angoissés. Hier soir encore, j'animais une conférence, et les gens, ils ont vraiment l'impression que la planète va imploser à un moment ou à un autre, quoi. Au point où on la traite pour l'instant, je pense qu'ils ont l'impression qu'elle va imploser, quoi. Vraiment. Ouais, alors c'est pour ça que tu parlais de fin juin, début juillet. Effectivement, les différents invités qu'on a eus, que ce soit Jean-Pierre Garnier-Mallet ou d'autres, qui est pas du tout médium, mais physicien, et qui expliquait qu'effectivement, alors lui, c'était par rapport aux explosions solaires, par rapport au mouvement des planètes, où les énergies étaient en train de se concentrer, et voilà, différents invités l'expliquaient. Voilà, je pense que dans les podcasts que vous avez tous écoutés, vous l'avez certainement constaté. Alors, c'est l'impression générale qu'on peut avoir, c'est peut-être pas qu'il y a eu plus d'événements, alors même si bien sûr la Syrie, les migrants, tout ça, ça nous inquiète, mais on les ressent, en tout cas, le ressenti que l'on a de ces énergies est très violent et agressif en même temps. Et moi-même, je l'ai déjà expliqué sur cette antenne, avec dans l'actu la rédaquez-vous, j'ai fait des choses que jamais je n'avais fait, agressives, ou j'étais pas bien, et qui étaient très surprenantes. Et là, effectivement, ça commence à se calmer. On a l'impression que cette boule d'énergie comme ça qui nous traversait est un peu passée. Tu le ressens comme ça? Pour l'instant, je sens vraiment un apaisement, oui. Un apaisement. Ah, tant mieux. Je veux pas être pessimiste, mais pour moi, c'est le calme avant la tempête. Parce que, bon, il y a ce qui se passe dans les infos. En fait, on vit une époque spéciale, parce que il y a 60 ans, il y a même 20 ans, Facebook et tout ça n'existait pas. Les partages d'informations en masse n'existaient pas. Donc du coup, quand quelqu'un ouvre sa page Facebook et voit 20 mauvaises informations, enfin mauvaises nouvelles, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Cette personne angoisse, même inconsciemment, parce que tu peux passer à côté en disant oui, j'ai vu ça, mais inconsciemment c'est là, et en toile de fond ça travaille. Non, mais il y en a des bonnes aussi, David, des informations. Moi je vais souvent... Ouais, mais elles sont noyées dans la masse. Elles sont noyées dans la masse. Pour une bonne information, t'en as 20 mauvaises. Alors après, tu peux faire ton tri, tu peux être sélectif. Mais pour une bonne information, t'en as 20 mauvaises. Alors évidemment, c'est facile de partager ça et après de retourner à ses occupations, mais parallèlement, ça génère une angoisse. Alors j'en parlais encore hier soir avec une professionnelle de l'astrologie qui me dit, mais en fait l'idéal ce serait de générer l'effet contraire, en fait, c'est-à-dire, voilà, une mauvaise information, on essaie de mettre en avant une bonne information, et quand tu constates, en fait, je prends l'exemple de Facebook, mais quand tu vois, par exemple,
les gens qui critiquent le système en disant voilà, un migrant qui arrive en France ou en Belgique va toucher autant, moi au chômage j'ai 10 fois moins, et puis que parallèlement, à côté il y a une bonne information, genre machin a sauvé son chien, etc., ou a récupéré son chien, le SDF, t'as 10 j'aime sur le SDF qui a récupéré son chien, et t'as 500 j'aime sur ouais, le chômeur touche moins que le migrant, quoi, tu vois. Oui, et ça c'est le problème en fait. Ça, il est certain qu'effectivement le cerveau humain est malheureusement conditionné pour retenir la négation et la mauvaise information. Et moi qui m'intéresse beaucoup à la préparation mentale des sportifs, effectivement, si on met une négation dans un acte, il ne faut pas faire ça, on retient il ne faut pas et on le fait. Parce que la négation est retenue par le cerveau humain. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça. Et le problème, c'est que, comme je dis souvent, quand il y a un accident, quand il y a un accident sur l'autoroute, il y a un embouteillage, pas parce qu'il y a un accident, mais parce que les gens s'arrêtent pour regarder. Ouais. Et on vient à une époque où les gens, quand quelqu'un a un drame, ils sortent d'abord leur appareil photo avant de tendre la main. Et c'est ça le problème de notre société. Après, c'est pas la société en soi que je critique, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une nouvelle considération à prendre par rapport à l'homme, à l'humain et à l'humanité, en fait. Hein. Mais tu sais, par rapport aux accidents, moi j'ai eu un très gros accident de moto à 17 ans. Je me souviens très très bien, malheureusement, de l'accident. Heureusement, je suis pas tombé dans le coma, mais c'était très grave. Et effectivement, il y a eu un attroupement autour de moi. Oui. Et pourtant, j'étais par terre, les jambes, machin, etc., etc. Et quand les pompiers sont arrivés, la première chose que je leur ai dit, dites à tous ces connards de se barrer. Je me souviens très très bien de cette phrase. Excusez-moi, elle est un peu dure, mais je voulais pas être une bête curieuse comme ça. Les gens regardaient, on se sent agressé par ce regard. Ouais. C'est un regard inquisiteur. Et le problème, c'est que je pense que la plupart des gens ne savent pas toujours comment agir. Et quand j'entendais il y a pas longtemps, là, je crois qu'il y a 3-4 jours, une personne qui, j'ai lu ça dans le journal belge, une personne qui voulait faire son plein d'essence et en fait, elle est passée un peu avant une autre personne, elle s'est fait poignarder. Mais ces problèmes, ça génère des peurs et du coup, on n'ose plus rien faire. Hein. On n'ose plus rien faire puisqu'on a peur d'attiser la haine en faisant quelque chose de finalement complètement banal. Hein. Complètement banal, faire son plein d'essence, s'incruster là où la pompe est disponible et se faire poignarder, je trouve ça complètement abject et pourtant c'est ce qui se passe tous les jours. Ouais, alors c'est vrai qu'on veut pas être alarmiste, mais là aussi par rapport à une émission qu'on a enregistrée sur BTLV et qui est en podcast, Jean-Pierre Garnier-Mallet, je reviens à lui, disait justement que il y a des actes violents incompréhensibles et sans aucun motif, peut-être un petit peu plus qu'avant, parce que alors, il faut vraiment écouter l'émission parce que c'est vraiment du jeu de cerveau et c'est très très cérébral, mais c'est étayé par en tout cas pour sa théorie, par des explosions solaires, par des énergies, par tout un raisonnement. Hein. C'est un physicien qui a développé la théorie de dédoublement du temps en 88. Il disait que on est dans une période où le passage à l'acte par rapport à la pensée est immédiat. Alors qu'avant, il était beaucoup plus réfléchi. En tout cas, il y avait moins parce que on subit un petit peu ces énergies. Le passage à l'acte, donc on pense à quelque chose, on prend un couteau, boum, on le fait. Et c'est pas, il n'y a pas de frein. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que les choses s'accélèrent. Mais en fait, on est aussi on est passé au 21e siècle. Alors qu'est-ce qui se passe? En 1900, enfin dans les années 1900, en numérologie en tout cas, le 19, qui symbolise les années 1900, le 19 symbolise en fait la coupure de cycle négatif pour essayer d'aller vers un cycle positif. Et ici on est dans les années 20, donc 2002, 2003, 2004, 2010, il y a le 20 qui gère en fait tout le siècle. Et en fait le 2 c'est la dualité. Donc ça veut dire qu'en fait on sera toujours en dualité entre nos comportements positifs et nos comportements négatifs. Et en fait il suffira que face à nous un comportement négatif soit exprimé pour qu'on réagisse de manière négative. Alors si moi je perçois que la personne qui s'incruste à la pompe libre devant moi fait quelque chose qu'elle ne peut pas faire, je vais générer un comportement négatif, je vais sortir mon couteau, je vais la poignarder. Bon, moi je le ferai pas, mais c'est pour illustrer. Et puis il y a cette dualité toujours entre finalement le bien et le mal. Est-ce que je suis bon, est-ce que je suis mauvais? Finalement, j'ai des comportements qui sont bons, mais c'est pas ces comportements-là qui sont mis en avant ni favorisés. Donc mes comportements mauvais me permettent finalement une certaine protection. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. Hein. Et donc ces comportements mauvais me permettent d'être en protection. Je crains que l'autre ne puisse sortir et m'agresser, donc je prends le devant en prenant mon couteau et en l'agressant en premier. Et c'est vraiment dans cette énergie-là qu'on est maintenant. J'ai vu ce changement personnellement
le 1er janvier 2000, il y a eu cette peur qui a été générée pendant des années avec le bug de l'an 2000. Le bug informatique, ouais. Le bug informatique de l'an 2000. Et en fait, ça a tellement inconsciemment, là encore, poser des questions, générer des peurs, on angoisse, on ne sait pas ce qui va se passer, et si tout pétait, et si c'était la fin du monde. Et puis en fait, quand le 1er janvier 2000, on se réveille et que rien ne s'est passé, il y a tout ça qui lâche, toute la pression qui lâche. Et moi, j'ai observé dans le regard des gens, pas tout le monde, mais une grosse partie des gens à l'époque, je voyais comme une lueur de colère, de haine en fait dans ces regards. J'habitais à Bruxelles à l'époque. Maintenant c'était peut-être une personne sur 4, mais je voyais cette lueur de colère dans le regard. Et depuis lors, je trouve que ça va vraiment en déclin complet, quoi. Et c'est vrai que c'était à cette époque-là que moi j'ai commencé à faire de l'écriture automatique et de la canalisation, et j'ai recommencé à recevoir des informations sur l'avenir de la société. À l'époque, j'y prêtais peu attention parce que à mon goût, ça se passait pas assez vite. C'est-à-dire que, pas que j'avais envie que tout pète d'un coup, mais quand je recevais une information, si ça se passait pas dans les semaines qui suivaient, je me disais bon, l'information est mauvaise. Mais en fait, à ce moment-là, j'avais pas la perception du temps, comme on dit souvent, dans les mondes subtils, une vie, ça dure une seconde pour nos guides, pour les êtres désincarnés, etc. Donc j'avais pas cette perception que c'est pas parce que c'est dit le 5 janvier que ça se passera le 10 janvier, ça peut se passer aussi 10 ans plus tard. Et dans tout ce recueil d'écriture automatique que j'ai pu faire à l'époque, ou de tous les enregistrements de canalisation que j'avais faits, il parlait effectivement de la chute de l'empire financier, il parlait d'une troisième guerre mondiale aussi, ils en parlaient, il parlait de la chute de l'industrie pharmaceutique, de la révélation des secrets aussi. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de messages qui parlaient des choses qui allaient être révélées. Maintenant, comme je te dis, c'est des choses que moi j'ai écrites il y a presque 12 ans, et je me suis dit c'est passé, ça se produira plus. Mais j'observe là maintenant, parce que ça c'est aussi le côté positif de Facebook, que beaucoup de ces choses commencent à se produire. En fait, Facebook c'est une grosse centralisation de toutes les infos que tu peux voir partout. Parce que au lieu de faire 25 journaux, tu vas sur Facebook, tu regardes le mur de tes amis et tu vois un peu des infos qui ont été recueillies partout. Et avec cette compilation, tu peux voir finalement que oui, il y a des secrets du Vatican qui commencent à être révélés, qu'il y a des secrets par rapport à des médicaments qui commencent à être révélés, que pour l'instant la puissance américaine est occupée à tomber, que c'est la Syrie qui reprend la puissance mondiale. Ça va pas plaire aux Américains, hein, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? À mon avis, ils vont bombarder aussi à un moment ou à un autre. Mais la question que je me suis posée, c'est vers quoi on va? Et en me posant cette question, j'ai commencé à avoir des rêves, j'ai commencé à avoir de temps en temps des petits flashs qui passent comme ça, et puis je vois des choses qui sont pas forcément positives. Je ne veux pas être alarmiste, c'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup de réserves dans cette vidéo. Mais je pense qu'il faut à un moment ou à un autre se confronter à la réalité, parce que j'en parlais hier soir avec une dame qui pleurait quand je parlais de tout ça, mais je lui ai dit, tu sais, au-delà de la prophétie, regarde les infos. Et même si les infos sont manipulées, même si que tu regardes France 1, France 2, France 3, France 4, France O, France n'importe quoi, ils vont toujours parler des mêmes infos et pas te dire ce qui se passe par exemple au Congo ou au Burkina Faso. Ouais, tout à fait. Ça n'empêche pas qu'en faisant l'analyse de tout ça, tu peux dire, au-delà des prophéties, il y a quand même quelque chose qui occupe à se passer. Donc il faut être réaliste. Alors moi je disais dans la vidéo, faites des réserves, c'est jamais perdu. Dans les années 70, il y a eu la crise du pétrole. Mais pendant quelques jours, ma mère n'a pas su acheter ses aliments à l'épicerie. Elle n'avait pas trop de réserves. Et voilà, donc ça peut arriver, même ça, hein, ça peut arriver. Ouais, tu conseilles effectivement de faire quelques réserves, d'avoir quelques kilos de pâtes à la maison, tout ça. Mais tu sais que les anciens, ma grand-mère et autres, donc avaient connu la Seconde Guerre mondiale, avaient toujours à l'esprit une possibilité comme ça. Donc il y avait toujours beaucoup plus que nécessaire, en tout cas pour tenir une quinzaine de jours avec des pâtes, des œufs, des trucs comme ça. Ils avaient toujours ça à l'esprit parce que et alors bon, dans cette vidéo tu dis ça effectivement, faire des réserves, et tu dis d'ailleurs en y mettant justement quelques réserves, ces réserves que tu espères que ça te servira uniquement parce que tu pourras pas sortir parce que tu es malade, plutôt que parce qu'il y aura des et tu penses que ça peut arriver, ça? Mais soyons réalistes, hein. Oui, clairement. Au-delà des visions que j'ai, après je peux me tromper, hein, je suis un être humain avant d'être médium, mais je trouve ça bizarre d'avoir des flashs comme ça qui sont de plus en plus fréquents. Et ce que je trouve vraiment bizarre, c'est les gens qui ont réagi à cette vidéo. Au départ, je m'attendais
Je sais que parfois je fais des vidéos un peu controversées, je perds une dizaine d'amis Facebook, une quinzaine de membres YouTube. Et en fait, au départ, quand j'ai posté la vidéo, j'ai fait adieu VAT et on verra. Et puis en fait, je me suis dit, si j'en perds une dizaine, c'est pas grave. Eh ben, il y a eu une trentaine d'abonnés en plus, une trentaine d'amis Facebook en plus, qui m'ont tous demandé, en fait, en envoyant des messages et des mails, des précisions, parce que eux aussi avaient ce genre de flash et de vision. Voilà, tout simplement. D'accord. Et là, je me suis dit, ok, on sort de l'isolement, on va dire. Les gens s'isolent dans leur vision, dans leur perception, dans leur ressenti. Et en fait, en publiant cette vidéo, j'ai peut-être permis à certaines personnes de dire bon, je suis pas fou, je suis pas folle, je sors un peu de mon isolement, j'en parle, et on va voir ce qui pourrait éventuellement confirmer ou infirmer ce que je pense, quoi. Alors, c'est vrai qu'on par rapport à ce que tu dis et la vision qu'on pourrait avoir, c'est qu'on tient pour acquis tout ce que l'on possède aujourd'hui, Oui. c'est-à-dire l'eau courante, la santé, ceci, cela. Il n'y a pas de guerre chez nous, mais elle est pas très loin, à 2-3 heures d'avion. Et c'est vrai que tout ça est quand même très fragile, même la technologie. Si 2-3 satellites en moins, on n'a plus de GPS, on n'a plus de téléphone, donc c'est solide. On a une société qui est quand même solide, mais attention effectivement de ne pas prendre ça pour des acquis, et que ce soit des acquis d'ailleurs de société, c'est-à-dire la liberté des femmes, la liberté de voter et autres. Il faut quand même être vigilant, ça c'est sûr. On le voit même en Espagne, il y a eu des mouvements pour limiter la liberté des femmes, le droit d'avorter, des choses comme ça. Ouais. Donc attention, rien n'est acquis. Il faut toujours garder à l'esprit ce combat. Mais regarde la loi sur le renseignement là en France maintenant. Oui, tu parles des restrictions des libertés, effectivement, dans ta vidéo. Ouais. Et excuse-moi, je te reprends sur. Non, vas-y. La guerre n'est pas chez nous, mais en fait oui, parce que moi j'ouvre tous les jours le journal le matin pour voir un peu ce qui se passe, même si en gardant toujours en tête que tout n'est pas juste et tout n'est pas vrai, mais je regarde ce qui se passe. Il n'y a pas un matin où je vois pas accident mortel, personne poignardée, rixe dans un café. Oui, mais ça il y a toujours eu, David. On est peut-être un petit peu plus au courant parce qu'il y a plus de médias. Oui, je comprends bien, mais il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus de. Avant, tu avais peut-être une rixe par mois dans un café, maintenant c'est presque tous les jours, tu vois, où il y a un homme poignardé, où il défonce la tête de sa compagne à coups de marteau. Les gens pètent un plomb, voilà, c'est ça que je veux exprimer. Les gens pètent un plomb. Alors bien sûr, c'est médiatisé, ça ne l'était peut-être pas autant il y a quelques années, mais c'est de plus en plus. Avant, tu avais une fusillade par 6 mois aux États-Unis, maintenant c'est presque tous les mois. Tu vois, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que la guerre, c'est pas forcément un char blindé avec 5 soldats qui vont tirer sur l'ennemi. La guerre, elle peut être dans la rue. La guerre, elle peut être à Air France en arrachant la chemise de. Enfin, tu vois, la guerre est partout. C'est une guerre. Tant que c'est belliqueux, tant que c'est un conflit, tant qu'il y a des gens qui veulent se battre pour une liberté et d'autres qui veulent contraindre cette liberté, c'est de la guerre. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au niveau effectivement des marches franchies dans les tensions, qu'elles soient sociales ou dans la violence, on n'a jamais vu j'ai pas souvenir en tout cas, et d'ailleurs ils ont été mis en garde à vue, les personnes qui ont fait ça, un dirigeant d'une entreprise agressé, en tout cas à qui on déchire la chemise, etc., ça a bien été médiatisé, on l'a jamais vu. Alors je juge pas bon ou pas bon. Mélenchon a dit que c'était bien, d'autres ont dit que c'était pas bien, peu importe, je juge pas. Il a pas été blessé, mais ça on l'avait jamais vu. Et l'intolérance et la suffisance de certains dirigeants n'est plus acceptable aujourd'hui. Donc on entre aussi dans cette phase-là. Mais je vois, pour moi, je l'interprète. Bon, je juge pas non plus ce qui s'est passé. Je pense qu'une chemise n'est pas très grave par rapport à des dizaines d'emplois qui tombent. Néanmoins, moi, ce que je vois, c'est que les gens commencent à réagir, en fait. Il y a quoi? Il y a 5 ans, ou peut-être même encore 1 an, ça se serait passé, les gens auraient peut-être manifesté, fait un feu devant Air France, mangé 3 hot dogs, bu 3 bières, et puis le soir passer à la télé. Et ici maintenant les gens commencent à dire non, stop, maintenant vous allez plus nous lapider comme ça, stop quoi. Et c'est en fait là où l'ascension de la violence sociale commence à monter, c'est que les gens n'en peuvent plus. Et quand tu vois, bon, j'en ai parlé, mais il y a beaucoup d'économistes, parce que je m'intéresse très fort à ça, qui parlent justement de tous ces licenciements massifs. Un jour c'est Caterpillar qui licencie 20 000 personnes, le lendemain c'est Mittal, et puis c'est Air France. C'est de plus en plus aussi. Je crois que la liste est ininterrompue depuis presque 3 ans. Et c'est là où les gens se disent mais stop maintenant, parce que finalement Air France tourne grâce à qui? À part les clients, s'il n'y a pas le personnel, qu'est-ce qui se passe?
Les clients, ils peuvent attendre leur avion, il décollera jamais. Hein. Et c'est là où les dirigeants ne se rendent pas compte finalement de tout ça. Et c'est là où la guerre... Je parle de guerre, bon après c'est le mot générique, mais c'est là où la guerre silencieuse, on va dire, avance et prend du terrain, c'est la révolte sociale, hein, c'est comme ça que ça commence. Quand je vois, par exemple, moi j'ai entendu, je vais le dire, c'est une information que j'ai gardée et avec beaucoup de réserve, j'ai vu une phrase que j'avais écrite parce que quand tu fais de l'écriture automatique, t'es pas toujours conscient de ce que t'écris. Après, tu sors un peu de ta transe, on va dire, et tu lis ce que tu as écrit. J'avais lu Bruxelles deviendra une zone de non-droit. Et en fait, il y a des gens maintenant qui commencent à dire oui, mais Bruxelles, ça devient une zone de non-droit à certains endroits. J'avais lu des phrases telles que Paris sera mise à feu et à sang. 3 semaines après, je vois une interview, un documentaire sur des djihadistes qui disent Paris sera mise à feu et à sang. Et en fait, c'est là où être mis à feu et à sang, c'est pas forcément une bombe qui tombe dessus, hein. Ce sont les gens qui se révoltent, hein, tout simplement. Oui, oui, ça peut être ça aussi, oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, c'est pas une bombe qu'il faut craindre. Ce qu'il faut craindre, c'est, je veux pas créer non plus la tension et la peur, mais ce qu'il faut craindre avant tout, c'est son voisin. Hein. C'est le voisin qui va sortir avec le couteau parce que tu fais trop de bruit à 3 heures du matin. C'est pas une bombe que tu vas prendre sur la tête. Hein. Bah ça peut être les deux, mais tu vois, on parle d'événements effectivement négatifs comme Air France, tout ça qui a marqué les esprits. Encore une fois, un événement négatif, mais tu vois, ce matin même d'ailleurs, j'ai vu un reportage sur une chaîne d'information ou France 2, je ne sais plus exactement, où il parlait de l'usine de Flins, une très grande usine de Renault à Flins qui est juste à côté de Paris, à quelques dizaines de kilomètres, où ça s'est très bien passé entre syndicats et la direction de Renault. Ils ont à l'époque fait des mesures qui ont un peu réduit les salaires ou l'augmentation des salaires, limité les licenciements, et aujourd'hui l'usine repart et finalement tout ça s'est très bien passé. Et tu vois, ce reportage, je suis certain qu'on en parlera moins que d'autres reportages où on parle de fermeture d'usines et autres. Donc attention, il faut vraiment regarder le beau et le mettre en avant et ne pas hésiter à le faire. Tu vois, on a beaucoup parlé de négatif, mais quand j'ai vu ce reportage, je me suis dit, bah voilà, on parle beaucoup des Allemands qui, il y a quelques 10-15 ans, dans leur industrie automobile, ont fait beaucoup de modifications et de restrictions entre syndicats et patronat pour relancer l'industrie. Alors, on voit effectivement que ça a été un petit peu truqué, l'histoire avec Volkswagen, mais tout le monde ne sont pas des voleurs et des tricheurs, hein, bien évidemment. Mais on voit que c'est aussi le cas en France avec cette usine de Flins. Donc voilà, il faut regarder le beau et le mettre en avant. Donc ça existe, il y en a aussi. On va faire une petite pause, David, et puis on reprendra cette discussion sur tes visions pour la société. Un sujet à proposer, une envie de réagir ? Envoyez-nous un mail à rédaction@btlv.fr. BTLV présente les lunettes Upsio. Merveille technologique, les lunettes Upsio vous aident à méditer, à vous relaxer, à vous régénérer. À l'aide des différents programmes, apprenez à lâcher prise pour mieux profiter de votre vie. Commandez dès maintenant vos lunettes Upsio, profitez du code promo Bob et recevez en cadeau des programmes supplémentaires. Rendez-vous sur btlv.fr, onglet boutique. KundaliniPeople.net, le premier site de rencontre entre personnes éveillées. Amitié, partage, amour, rencontrez enfin des hommes et des femmes qui vous ressemblent. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur KundaliniPeople.net ou directement sur btlv.fr. On est là pour vous avec Yves Carras sur BTLV. Et avec David Mogiel, toujours avec nous, voilà, pour ses visions pour la société. Tu parles aussi de cataclysme financier. Alors là, si je me fais un petit peu l'avocat du doute ou du diable, hein, je n'utilise pas ce terme, mais bon, je vais le prendre cette fois-ci. Je dirais que on sait qu'on va le prendre sur le coin du nez, ce cataclysme financier, on ne sait pas quand. Mais on sait que ça va arriver, parce que c'est comme 2008, on est reparti sur les mêmes bases, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça va se reproduire, tout le monde le dit, mais pour l'instant, on prépare pas trop, quoi. Ce matin, justement, en ouvrant Facebook, je suis tombé sur un article qui dit « Dans Business Bourse Allemagne, plusieurs éléments permettent de penser qu'un événement financier majeur pourrait être imminent. » Ils disent aussi, on ne sait pas trop quand, ça peut être demain, ça peut être dans 5 ans. Mais là encore, on est dedans parce que c'est encore une restriction. Moi, ce que je vois ici en Belgique, parce que je sais qu'en France, ça se passe pas forcément de la même manière, mais en Belgique, par exemple, ils ont supprimé les tickets restaurants papier pour passer aux tickets restaurants électroniques. Oui, en France aussi, hein. Oui, en France aussi, ok. Parce que pour moi, ça fait déjà partie de...
allez, on va dire moins de cash, on va dire ça comme ça, même si c'est un chèque. Moins de liquidité, ouais. Moins de liquidité, moins de cash. Les commerçants s'en plaignent parce que ça leur coûte de l'argent pour pouvoir continuer à utiliser ce système. Les petits commerçants, pas les grands évidemment. Je vois que on se plaint de la Chypre, enfin de la Grèce, on parle de la Grèce où on peut pas retirer plus de 60 € par semaine. C'est finalement plus ou moins ce qui se passe en France et en Belgique. Hein. Il y a des endroits, il y a des banques chez qui tu peux pas retirer plus de 50 € par jour. C'est ça aussi le cataclysme financier. On parle pas forcément d'une chute boursière. Moi, je vois pas la disparition de l'argent. Je l'ai toujours dit aux gens il y a des gens angoissés. Hein. Il y a des gens qui viennent en disant mais qu'est-ce que je vais faire ? Je travaille, j'ai mon salaire et comment je ferai pour payer ma voiture si l'argent disparaît ? Non, moi, ce que je vois, c'est plus d'argent de transactions par carte. Plus de transactions peut-être par virement, mais beaucoup moins de transactions par cash et par argent liquide. Quand tu vois, il s'était prévu, je crois, en 2017 en Allemagne de supprimer complètement le cash. Mais c'est des choses qui arrivent et c'est aussi un cataclysme parce que, imagine, je veux acheter des œufs à mon voisin de €. Comment je fais ? Ouais. Comment je fais ? On va payer par carte 2 € encore que. Mais tu sais, on va vers une société de dématérialisation. On le voit dans les disques, dans les livres, dans l'électro. Donc l'argent qui ne sera qu'électronique. Il y a un peu le Bitcoin dont on parle plus du tout d'ailleurs. Mais on va vers cette dématérialisation, donc vers un contrôle encore ou un non-contrôle d'ailleurs de ce qui se passe, parce qu'on sait ce qu'on a dans la poche, mais quand c'est sur un compte en banque, ça peut disparaître avec un clic et une touche. Ils décident de te couper les vivres parce qu'ils estiment que tu as le crâne rasé, un bouc un peu comme moi, et qu'ils disent celui-là il doit être un djihadiste, on va le couper les vivres. Hein, et ben voilà, ils appuient sur un bouton, je peux plus nourrir mes filles, et je fais quoi à ce moment-là ? Mon argent papier, il me servira juste à me torcher le pet à ce moment-là. Hein. Non, mais c'est vrai qu'avant, d'ailleurs, au tout début, l'argent n'existait pas. Bon, on l'a créé, c'est une monnaie d'échange. Maintenant, on est dans une dématérialisation. Déjà, moi, à titre personnel, je pense que l'euro nous a un peu mis dedans. Hein. J'invente rien. Hein. Quand on voit le prix d'une baguette ou d'un café ou autre, ça pose problème. Maintenant, on fait avec, mais il y a eu des décisions qui ont paupérisé tout le monde, sauf les hommes politiques qui les ont prises, bien évidemment, quoi. Mais on fait avec cette dématérialisation, quoi. On fait avec, Yves. On fait avec. Non, on ne doit pas faire avec. C'est qui a le pouvoir finalement ? C'est le peuple ou les gouvernements ? En France, le vote n'est pas obligatoire, en Belgique, il l'est. Mais les gens se plaignent du Parti Socialiste et ça fait quand même 30 ans qu'il est au pouvoir en Belgique. Alors s'ils s'en plaignent et qu'ils arrêtent de voter pour eux, qu'on s'étonne que le Parti extrémiste en Suisse commence à prendre du pouvoir, oui, tout à fait. Le Front National commence à prendre du pouvoir en France, qu'ici la NVA, qui est l'équivalent du Front National et néerlandophone, prennent du pouvoir. C'est un beau à Anvers pour les Français. À Anvers, c'est un bourgmestre nationaliste depuis 2 ans. Et pourquoi ? Parce que les gens, ils en ont marre. C'est pas pour dire je suis raciste, je veux que les étrangers se cassent. C'est pour dire moi, j'en ai marre du PS, j'en ai marre de ces gouvernements socialos qui donnent aux riches et qui volent aux pauvres et qui sont logiquement pas censés devoir le faire comme ça. Et donc voilà, moi je vote nationaliste pour voir un peu comment ça va se passer, il faut que ça change quoi. Et ça crée des égrégores, tout ça, on en a parlé au téléphone l'autre jour, mais tout ça crée des égrégores, j'en ai marre, mon voisin en a marre, ma femme en a marre, ma fille en a marre, du coup je crée un égrégore, je vais rappeler en 2 mots ce que c'est un égrégore de manière simple, c'est une sorte d'énergie qui se nourrit de toutes les énergies similaires, donc en fait tous les gens qui vont penser j'en ai marre va nourrir cette énergie, et cette énergie à un moment ou à un autre elle va prendre le dessus. Alors au lieu de se dire j'en ai marre, on va se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Moi pour changer ça je dis, au lieu de commencer à partager des cœurs sur Facebook en disant l'amour est là, commençons déjà par, je vais l'expliquer comme je l'ai expliqué l'autre jour à quelqu'un. Tu es avec ton collègue au bureau et tu dis à ton collègue t'as vu comment ça se passe dans cette société, ça commence à aller de pire en pire. Et ton collègue oui mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, et qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse de toute façon seul contre tous. Amène la question à ton collègue. Et si par exemple tu pouvais faire quelque chose, qu'est-ce que tu ferais ? Cette personne va te répondre, de toute façon, je peux rien faire, mais elle va quand même réfléchir. La question va amener la réflexion. Et puis peut-être que 3 ou 4 jours plus tard,
ton collègue va venir chez toi en disant tiens Yves, au fait, l'autre jour tu m'as posé cette question, moi je pense que si je pouvais faire quelque chose, ce que je ferais c'est peut-être déjà arrêter de consommer supermarché, mais commencer à consommer local. Et donc finalement la question amène à la réflexion, qui va amener à peut-être la discussion, qui elle va amener à l'action, et en fait l'effet boule de neige va permettre que ça change. Mais c'est pas en restant dans son coin en disant clique j'aime pas une photo de migrant qui tabasse quelqu'un, je sais plus quoi. Tu vois, hier en Belgique, il y a une bourgmestre qui s'est fait poignarder parce qu'en fait, c'était en France, pardon. En France, une femme qui est devenue maire, qui s'est fait poignarder par quelqu'un qui était contre la politique des migrants. Mais il n'y a pas que les migrants qui sont dangereux, il y a les gens qui pensent en fait que c'est dangereux et qui du coup agissent et réagissent. Mais au lieu d'agir comme ça, pourquoi ne pas faire un comité de quartier ou un comité de village pour aller voir cette maire en disant ben moi j'ai un problème avec votre politique, moi j'ai plus envie de voter pour vous. Et ouais, mais s'il a été élu, après, voilà, c'est la démocratie, en tout cas, ce qui ressemble à de la démocratie en France, et elle a été élue. Bon bah voilà, maintenant elle décide. Hein. Pour moi, la vraie démocratie, elle est en Suisse. Oui, ouais, ça nous sommes d'accord avec les référendums, mais ça on en parle souvent, on en a parlé avec Étienne Chouard et autres, on n'est pas en démocratie, on est en oligarchie, et ça arrange bien ce système, et c'est assez incroyable d'ailleurs. T'as pris finalement en tant que médium, en tant qu'homme, tu prends des risques en faisant des vidéos comme ça, non? Je prends des risques. Un peu, quand même. Je prends des risques d'une part parce que c'est pas trop mon cheval de bataille, c'est pas trop mon travail. Je réagis à une demande, parce que beaucoup de gens me le demandent en consultation. J'ai décidé de le faire pour, à la base, un peu par fainéantise. Au lieu de répondre 10 fois à une personne, je réponds une fois à 10 personnes. Mais c'est vrai que je prends des risques parce que ça peut très fort te discréditer. Après, tu as des gens comme Maud Christen qui ont aussi fait leur petite vidéo il y a un an en disant quittez la France, partez, prenez une maison avec un potager, un petit puits pour vivre en autonomie. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail suite à la vidéo en me disant écoute, moi, ça me conforte dans mon choix de vivre en totale indépendance et autarcie. Mais c'est vrai que le risque est mais finalement, ce qu'il dit ne se réalise pas. Alors c'est pour ça que je précise aussi, de un, que je prends des réserves, et de deux, que je précise, ça peut être demain, ça peut être dans 15 ans aussi. C'est pas forcément parce que je le dis ou parce que je l'ai vu que ça va se passer comme ça de manière fulgurante et imminente. Mais le risque, je préfère prendre un risque et prévenir des gens que de ne pas prendre de risque et de ne pas agir. C'est ça aussi, créer un égrégore positif. Ouais. Et c'est pour ça que je prends ces réserves-là, c'est parce que j'ai pas envie d'alarmer, j'ai pas envie de faire peur à tout le monde, mais j'ai quand même envie de dire aux gens, attention, il y a quelque chose qui est quand même sur le point d'exploser. Hier soir, je parlais avec une femme qui s'appelle Patricia Mélis, qui est une astrologue assez connue en Belgique, et elle me dit, mais oui, mais en fait, moi je vois que maintenant on est dans le calme avant la tempête, et en fait il y a un changement qui est occupé à se passer. Il y a une nouvelle énergie qui est occupée à se passer. C'est pas astrologique, c'est parce qu'elle observe aussi ce qui se passe. Elle dit avant, par exemple, quand je mettais un truc sur Facebook, j'ai plus de 1000 amis, j'avais 30, 40, 50 j'aime, maintenant j'en ai 2, j'en ai 3. Donc en fait, même là, il y a quelque chose qui commence à lasser. Les gens en ont aussi ras-le-bol de voir 50 photos de migrants sur tous les murs des copains qui partagent tout le temps tous les trucs des autres. Et à un moment ou à un autre, quand ils en ont marre, ils abandonnent. Au lieu de se dire, bon, j'en ai marre, maintenant il faut que ça change, je vais créer cet égrégore positif. Et un égrégore, on peut être deux pour le faire. Quand tu commences à avoir des pensées positives, tu crées ton égrégore avec ta femme, avec tes enfants, etc. Et puis d'autres personnes se disent c'est gai d'avoir quelqu'un d'un peu positif à côté de soi, bouffe, elle va nourrir l'égrégore positif, et puis elle va en parler à un voisin qui va dire mais non, mais de toute façon on sait rien y faire, et puis elle va en parler à sa concierge qui va dire c'est gai d'avoir quelqu'un de positif, et bouffe, ça va nourrir l'égrégore positif. C'est comme ça qu'il faut agir en fait, l'effet boule de neige. Ouais, c'est l'effet colibri en fait. Dès que c'est l'effet colibri, c'est-à-dire il y a un feu de forêt et puis t'as un petit colibri qui prend une goutte d'eau dans son bec et qui va le déposer sur le feu de forêt. Puis t'as un autre animal qui le regarde. Il dit mais pourquoi tu fais ça? Tu vas pas y arriver à l'éteindre tout seul? Il dit oui, mais moi je fais ma part. Donc voilà, tu vois, c'est l'effet colibri. Il y a d'ailleurs un site avec une association qui est très bien pour essayer d'améliorer les choses. Effectivement, et tu dis d'ailleurs dans cette vidéo, et ça rejoint ce que tu viens de dire, que l'avenir peut se modifier. C'est pour ça qu'il est très difficile de dater. Ça, on sait que c'est difficile, mais aussi d'être alarmiste parce que on peut le modifier. L'avenir peut se modifier en fonction des prises de conscience. Donc, créons cet égrégore et voyons les choses positives et ayons le courage de le faire parce que c'est pas évident et ça va changer. Ça peut changer. Ben oui, bien sûr que ça peut changer.
c'est pas une fatalité. Si demain tu fais tomber ton gouvernement, et bon, on peut le faire de manière pacifiste aussi. Hein. Si demain tu fais tomber ton gouvernement, le gouvernement n'a plus d'emprise sur toi. Et puis toi, tu te sens mieux, tu te sens au moins avoir participé, on va dire, à la vie politique ou en tout cas à la vie communautaire et de ton pays. Et puis bon, ici, j'appelle pas à la révolution. Je veux simplement dire, au lieu de se plaindre de quelqu'un, soit on met cette personne de côté, soit on essaie de régler le problème avec cette personne. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que le gouvernement est occupé à scier la branche sur laquelle il est assis, mais en fait, nous, on est occupé en votant pour eux. Et en fait, ça, c'est le problème, hein. Oui, on a eu une petite coupure, on a eu un petit truc, mais ça va. Juste quand je dis quelque chose de beau, ça coupe, quoi. Non, mais ça va, ça fonctionne bien, on a juste été, parce qu'on avait un double appel. Mais tu sais, moi, je me souviens toujours d'une émission que j'avais fait avec Muriel Robin il y a quelques années sur France 2, c'était dans C'est au programme avec Sophie Davant. Muriel Robin arrivait et on commençait à discuter, on parlait d'actualité, de ce qui s'était passé les dernières semaines ou derniers mois. Elle a dit, ah non, je suis pas au courant. Alors on discutait, non, écoutez, je vais vous dire, moi c'est Muriel Robin qui parlait, hein. Moi, depuis quelques semaines, je ne lis plus les journaux, je n'allume plus la télé, je regarde plus les journaux, parce que c'est une artiste, hein, elle est hyper sensible. Elle dit, ça me minait tellement le moral, ça me rendait tellement triste que j'ai arrêté de faire ça. J'écoute des choses gaies, j'écoute des sketchs et je suis beaucoup plus heureuse. Et si effectivement, il faut faire attention de pas auto-alimenter en fait avec, comme tu le dis, Facebook c'est plus d'1 milliard maintenant, hein, c'est absolument incroyable et on s'en sert et c'est bien, mais faut faire attention parce que les informations que l'on met sur Facebook, les sites que l'on va consulter, tout ça est archivé et il nous donne après les informations qui sont dans cette sphère de réflexion. Donc finalement, ça ne nous amène plus à voir et à avoir accès à d'autres choses. Donc on commence à être dans une bulle, dans un espace assez clos finalement. Donc attention aux informations que l'on voit. Il faut toujours être attentif au beau. Par exemple, en ce moment, on enregistre cette émission donc au mois d'octobre 2015. Il y a de belles couleurs d'automne dans les arbres. Vous les regardez, vous dites que c'est beau. Waouh, c'est déjà pas mal, quoi. Et attention de ne pas s'auto-alimenter avec les informations négatives. C'est ce que tu disais. Il faut regarder le beau et créer une égrégore. Je suis d'accord, mais regarde, hier soir, il y a 2 personnes qui me disent, oh, mais moi, je lis plus le journal, j'allume plus ma télé. Mais il faut pas faire non plus la politique de l'autruche, parce que comment veux-tu agir contre quelque chose si tu ne sais pas de quoi il s'agit et de quoi il retourne? Alors en fait, il faut faire la part des choses, se dire, bon, ok, il y a 4 journaux qui me disent exactement la même chose, presque à la virgule près. Après, on sait que c'est l'AFP qui met les dépêches et tout ça, mais bon, après, tu choisis aussi dans les dépêches que tu reçois ce que tu veux transmettre ou pas, mais je veux dire, voilà, 4 journaux me disent exactement la même chose à la virgule près. Moi, qu'est-ce que je peux observer, qu'est-ce que je peux analyser? Je vais me renseigner peut-être sur des médias alternatifs. Ouais, ça c'est bien. Je vais un peu voir ce qui se passe. Moi, c'est mon réflexe. Le matin, je me réveille, je prends mon café, je fais pipi. Ah bon, et puis j'ouvre le journal local. Et puis j'ouvre un média alternatif et je compare. Et puis après, je fais ma réflexion. La réflexion amène à l'action. Et si on fait pas de réflexion en disant moi je veux plus voir tout ça, derrière notre dos ça va continuer à s'accumuler et à progresser. Donc si tu veux agir, sache au moins vers quoi tu agis. Et dans ces visions, elles viennent comment? En rêve, en écriture automatique? Tu te concentres, tu te médites? Alors, comment ça se manifeste? Mais la méditation, ça c'est un truc qu'on devrait en parler parce que moi la méditation, je pense que c'est un phénomène naturel humain duquel on s'éloigne. Mais bon, non, moi c'était en écriture automatique et en canalisation. Donc la canalisation, je me mets en état de transe et en fait je laisse une entité, un être supérieur, voire peut-être même mon être intérieur, s'exprimer à travers moi. Et puis maintenant c'est plutôt dans mes rêves. Parfois en fait je suis en consultation, je suis occupé à travailler sur quelqu'un et pouf, j'ai une information qui passe. Donc c'est aujourd'hui plus comme ça que par la canalisation ou l'écriture automatique. Mais j'ai un gros recueil de peut-être 200 pages d'informations écrites. Tout ne concerne pas la société. Mais par exemple pour donner des choses plus positives, on parlait de réchauffement climatique, on en parle beaucoup. Mais il disait que bientôt les roses allaient repousser dans le désert. Et qu'en fait donc les déserts allaient refleurir et qu'on va peut-être pouvoir reconstruire et recréer de la civilisation là-bas aussi. Donc il n'y a pas que des informations négatives que j'ai reçues. J'ai reçu aussi le fait que l'industrie pharmaceutique puisse s'écrouler va permettre peut-être de se guérir de manière plus naturelle. Rien n'est négatif en soi. Parce que si on se concentre sur le négatif en disant « ouais, les migrants vont nous envahir et poignarder nos mères »,
non, il faut se dire, bon, les migrants vont nous envahir, peut-être que la Syrie va être reconstruite, que ces migrants auront du travail là-bas quand la guerre en Syrie sera terminée, qu'en attendant, on leur permet de vivre de manière peut-être plus agréable et de ne pas subir ça. Il faut aussi tourner les choses de manière positive. Et là, ça change aussi l'égrégore négatif. Il n'y a pas que se dire, waouh, c'est pas bien, ça va pas aller. Non, essayons de tourner les choses, de voir ce qui pourrait en découler par la suite aussi. Quand on parlait de la chute du mouvement financier, tout le monde déteste l'argent, à part les gens qui en ont. Et encore, les gens qui en ont trop ont peur de le perdre. Et ceux qui en ont pas assez, ils ont besoin de plus. Donc tout le monde déteste l'argent finalement. Alors, je dis pas qu'on n'aime pas l'argent, c'est pas ça, mais tout le monde a un problème quelque part avec l'argent. Au lieu de se concentrer sur le problème, disons-nous, chouette, je vais pouvoir échanger une salade avec mon voisin qui a des œufs à proposer. Au lieu de lui donner 1,50 € ou 2 € pour ses œufs. Ou chouette, grâce au fait que j'ai plus de l'argent liquide sur moi, mais je risque pas de me faire piquer mon argent quand je vais en Chine, en Thaïlande, à l'hôtel, en Turquie, n'importe où. Ouais. Et en fait, voir les choses positives, rien que de changer sa perception sur la chose, permettra en fait tout simplement de ne plus nourrir l'égrégore négatif. Et dans mes visions, dans mes flashs, je vois toujours quelque chose de plus beau après. Alors, ça, tant mieux, ça c'est bien. Donc il y a quand même le soleil derrière les nuages. Il y a le soleil derrière, mais c'est pas toujours défini. C'est-à-dire que ça dépendra de comment ça va se passer, de quand ça va se passer, de qui sera le protagoniste surtout, parce que soit tu as le protagoniste actuel qui est la Syrie qui est occupée à entre guillemets rétablir, on va dire les choses. Je mets bien des grands guillemets. Et soit tu as le protagoniste qui est le peuple et qui se dit bon maintenant ça suffit, nous on ne travaille pas pour nourrir les bœufs, donc on va commencer à changer le mouvement. Donc ça dépendra du protagoniste. Mais de toute façon, il y a du positif derrière. Mais quand moi j'ai étudié le journalisme, peut-être que tu le sais, mais ils apprennent à se concentrer et à tourner l'information pour que ça frappe et ça choque. Et c'est pas quelqu'un qui va dire le SDF est heureux parce qu'il a retrouvé son chien que l'article va faire 50 000 vues. C'est parce qu'on va dire Poutine frappe en Syrie et l'aile est abattue que ça va faire des vues. Et c'est ça le problème aussi, c'est déjà commencer par l'enseignement à changer les choses. Ce serait peut-être pas mal. Ouais. Il faut, je le dis souvent, avoir le courage d'avoir le regard des autres sur soi, qui peut paraître un petit peu, disons, comment on va dire, naïf. Mais si on se tourne que vers le beau, vers les choses positives, les gens souvent te disent, ouais, de toute façon, toi, tu vis dans un monde de bisounours, etc. Or, c'est pas ça. C'est effectivement, comme tu le disais, on a les informations. Il faut les regarder peut-être sous un angle différent. Et de toute façon, il y a une phrase qu'on entend souvent et que je fais mienne et que j'aime beaucoup. On n'a pas d'autre choix que l'amour, quoi. Parce que de toute façon, et on en revient à certaines choses qu'on a dit dans On est là pour vous avec certains invités, notamment Valérie Seguin, qui a écrit un livre 3 jours et demi après la mort de mon père. Hein, donc c'est une expérience qu'elle a vécue. Et puis on a parlé de plein d'autres choses. Effectivement, quand elle m'a parlé d'un livre de Pierre Pradevant, je crois, qui effectivement évoque alors, il parle sous forme de bénédiction. Hein. Il a ramené ça à la religion catholique, mais ça peut être juste à penser à l'autre d'une façon bienveillante. Hein. Voilà, on va dire que c'est une bénédiction. Et ça, quand tu dis ça, effectivement, ça fait vraiment gnangnan. Ça va, il le regarde, mais rien que ça, quoi. Tu regardes quelqu'un, tu le veux juste du bien. Alors, ça peut être tes proches, tes amis, ta famille, c'est déjà pas mal. Mais quelqu'un dans la rue comme ça, t'as juste un retour d'énergie. Et commencer par là, ça peut paraître très naïf, mais c'est l'effet colibri, quoi. Mais tu sais, commencer par dire merci, dire bonjour, c'est déjà essentiel. Hein. Ouais, nous sommes d'accord, ça être poli, ça c'est du civisme, ah oui. Même sans être poli, même une action, pas secrète, mais en tout cas invisible, on va dire, juste avec une pensée d'énergie, ça peut être déjà ça, quoi. Mais tu sais, tu parles des bisounours, mais quand tu analyses le dessin animé, les bisounours combattent le mal avec l'amour, avec leur arc-en-ciel. Oui, tu as raison. Voilà, mais ils combattent quand même le mal à la base. Donc, oui, tu as raison. C'est vrai. Moi, je suis pas. C'est encore un sujet qui prête à peut-être polémique, mais l'amour, c'est une chose, mais en fait, les gens ne savent à la base pas ce que c'est l'amour. Donc, c'est de dire, soyons dans l'amour, c'est génial, mais c'est quoi l'amour finalement? Quand je pose cette question à peut-être 300 personnes par an, quand ils me disent oui, j'ai envie de l'amour, mais c'est quoi l'amour? Et ils savent pas répondre. Alors commençons déjà par enseigner l'amour pour pouvoir donner de l'amour. Ah, ça, l'amour, ça c'est... tu fais quoi dans les 20 prochaines années? Parce que si on doit définir l'amour, on va prendre un petit peu de temps là quand même. Hein. Non, je sais pas, l'amour, je sais pas ce que vous en pensez, vous qui nous écoutez, réagissez sur Facebook. Hein, c'est derrière l'amour, on peut mettre des mots comme respect de l'autre, bienveillance, tolérance, empathie. Voilà, c'est un peu un mix de tout ça peut-être. Hein. Ah, moi
je dis toujours, commençons par s'aimer soi-même avant de prétendre à aimer quelqu'un d'autre. Ouais, mais alors est-ce qu'on tombe pas vite dans le nombrilisme et l'égoïsme alors? Non, mais C'est voilà, le risque. c'est notre société, Yves. Voilà. Non, mais c'est le risque. Mais non, mais Yves, on vit dans une société individualiste et égoïste, justement. Alors, si tu t'aimes toi-même, ça veut pas dire que t'es hyper prétentieux avec des lunettes de soleil, des dents blanches et que tu fais de ton malin à la Gianni, là, sur... Non, c'est que tu t'aimes toi-même, t'apprécies qui tu es et tu commences pas à te dire, ouais, mais j'ai un bourrelet ici, j'ai une dent en moins, j'ai ceci, j'ai cela. Apprécie-toi comme tu es. Ah oui, à t'accepter comme tu es, ouais, d'accord. Il faut s'accepter comme on est. Ça veut dire accepter les différences avec l'autre. Et Voilà. finalement, ça peut, d'accord, ok. Arrêtez de se comparer. Une bonne vision, ça, ouais. Arrêtez de se comparer. C'est pas parce que l'autre a des cheveux blonds, peut-être que l'autre préférerait avoir des cheveux bruns et toi tu préférerais avoir des cheveux blonds, etc. Mais si tu commences à te comparer à celle qui a des cheveux blonds en pensant qu'elle est plus heureuse et qu'en fait dans sa tête, tu sais, je prends cet exemple souvent, mais quand tu vois les gosses aujourd'hui, ouais, ma copine elle a un iPad. Ah, moi je veux aussi un iPad, mais t'as déjà une tablette. Ouais, mais c'est pas un iPad. Oui, mais c'est déjà une tablette. Tu vois, c'est un exemple déjà comme ça. Quand t'arrêtes de te comparer, tant que tu vas chercher ailleurs ce que t'as pas, ben tu seras jamais heureux. Alors commence déjà par être bien en accord avec toi, être bien avec ce que tu as et ce que tu es. Et ça, c'est déjà générer une énergie d'amour qui va rayonner. Et donc quand les gens seront près de toi, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils seront près de toi, ils sentiront cette énergie d'amour parce que tu t'apprécies, que t'es bien, et ils se sentiront apaisés. Et ils rentreront apaisés chez eux, et peut-être qu'ils feront des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, qui les rendront plus heureux, mieux. Ça, c'est la base quand même, quoi. Aime-toi toi-même avant de prétendre à être aimé par les autres ou d'aimer les autres, quoi. Mais l'amour, déjà, faut savoir définir ce que c'est. Alors, par rapport à, on en revient aux énergies. Hein, moi, je trouve que voilà, le monde de l'invisible nous influence beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais enfin, j'invente rien. Hein, même les scientifiques le disent et commencent avec leur expérience à se rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose de mystérieux et d'inexpliqué qui nous influence et on sait pas trop, mais ça existe. Il y a pas mal d'articles qui sortent. Je suis certain que vous qui nous écoutez, vous les lisez aussi. Mais toi, avec ton ressenti, ta vision de médium, les énergies donc que tu as senties négatives en juin, juillet, effectivement, j'ai trouvé ça très agressif et je le ressens, c'est juste un ressenti personnel. Hein. J'ai l'impression qu'elle se calme un petit peu. Est-ce que tu sens que 2016, au niveau des énergies, je te demande pas des prévisions ou autres, vont être meilleures ou il y aura quelque chose de plus calme? Ah non, au contraire. Oh, en fait, c'est pas bon ça. Mais écoute. Ça va continuer sur la même lancée, sauf que comme les gens commencent à avoir cette lassitude, ben ça va générer de plus en plus de peur et d'angoisse. Et puis pour moi, voilà ce que je vois vraiment dans les semaines et les mois qui viennent. J'ai en fait cette période de calme qui est occupée à se profiler maintenant, énergétiquement aussi parce qu'il y a un apaisement, les gens sont un peu plus apaisés, et puis donc du coup ils avaient craint pour quelque chose qui ne s'est pas vraiment encore produit, par exemple avec la Syrie et les migrants. Donc ça s'apaise puisque ça ne s'est pas produit. Et en fait, ce qui va se passer pour moi aux alentours de Noël, ça va commencer à reprendre les énergies un petit peu moins positives, je vais le dire comme ça. D'accord. Début d'année sera assez calme et à mon avis, à partir de mi-janvier, il va y avoir un événement quelque part pour moi dans le sud de l'Europe. Et à partir de là, il va y avoir en fait une cavalcade d'événements négatifs. Et je pense que les 6 ou 7 années à venir vont être vraiment des années assez difficiles à vivre. Il va y avoir la restriction des libertés, j'en ai parlé dans la vidéo, mais elles vont s'amplifier de plus en plus. Il va y avoir de plus en plus de vérités qui vont éclater. Et ça, pour moi, c'est l'année prochaine. Et en fait, même s'il y a pas plus d'attentats ou quoi que ce soit que d'habitude, on va dire, enfin que d'habitude. Mais bon, bref, je pense qu'en fait, ce sont les vérités qui vont éclater, qui vont énerver le peuple. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Ah bah ça, BTLV est en pointe alors sur le coup. Hein. En plus, ouais, c'est clair que BTLV est en pointe. Ça, c'est clair. Mais après, il faudrait qu'il y ait 7 milliards d'abonnés à BTLV, ça serait pas mal. Ouais. Alors voilà, on va terminer là-dessus. J'aime beaucoup cette phrase finale. Oui, effectivement, bah écoute, on participe en tout cas à la discussion générale grâce à tous nos abonnés dont tu fais partie d'ailleurs, et on t'en remercie, à cette curiosité à agir. Alors comme tu le dis après, fort justement, il faut agir. Bon bah nous on agit, hein, déjà on essaie de fédérer un petit peu toutes les avis des invités dont tu fais partie, les vérités des invités dont tu fais partie. Après, bah vous réfléchissez, vous faites votre opinion, et puis voilà, restez positif, lisez. Il y en a plein qui nous disent souvent, voilà, moi j'ai arrêté tous les autres abonnements, je vois plus que quelques informations sur Internet, et puis j'écoute BTLV, voilà. Mais c'est sûr que
si on regarde le beau et si on se force tous les matins, et c'est une discipline à vouloir être positif soi-même, à agir et à ne pas tomber dans cette énergie qui veut t'emmener un petit peu, en tout cas peut-être à choisir la bonne égrégore, même inconsciemment, bah ce serait déjà pas mal. Manger du chocolat, ça rend heureux. Et manger des carottes, ça fait les fesses roses, Les carottes, ça rend aimable, ouais. Bon, David Mogiel, merci mille fois pour voilà toutes tes visions pour la société qui sont pas forcément alarmistes, mais en tout cas qui incitent à se prendre en main et à ne pas tomber dans la et à se poser des questions et à écouter BTLV. Merci mille fois et à bientôt. Merci à toi, merci à vous. Salut, à ciao. bientôt. On est là pour vous avec Yves Carras sur BTLV.